C'est Sans grâce, un thriller à suspense Valérie Lowe du FBI livre 8, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Ce jour-là, Diane saurait si son mariage pouvait être sauvé ou s'il fallait y mettre un point final. Cette pensée l'obsédait tandis qu'elle écoutait le crépitement de la pluie sur son parapluie. L'aube n'avait pas encore percé, mais l'impatience de rentrer chez elle la faisait marcher d'un pas rapide et résolu dans la rue silencieuse et sombre. Elle était animée par l'espoir de réparer ou de rompre définitivement les liens abîmés de sa vie conjugale. Seule chez elle, elle trouverait ses réponses. Le ciel nocturne se mirait dans les flaques qui maculèrent le trottoir et la chaussée, mais le premier éclat de l'aurore restait invisible dans l'eau boueuse. Si je suis à la maison avant l'aube, peut-être pourrais-je surprendre James avant son départ pour le travail, espérait-elle. Elle pressa le pas, sentant l'air froid pénétrer ses poumons à chaque respiration. En traversant la chaussée déserte, elle jeta machinalement un regard à gauche et à droite, attentive au bruit des voitures lointaines dont les conducteurs se dirigeaient vers leur travail matinal. Pourtant ici, aucun phare ne troublait l'obscurité. Une inquiétude latente habitait Diane. Difficile à dire si c'était le vide des rues ou celui de son cœur qui pesait le plus lourdement sur elle. Dans les deux cas, elle était profondément perturbée. Son mariage était en péril et cette démarche désespérée pourrait être sa dernière chance de sauvegarde. La veille déjà, James avait déclenché une dispute. Revenant d'une séance de sport comme à son habitude, il s'était affalé sur le canapé sans pratiquement adresser la parole à Diane. Elle avait tenté d'engager la conversation, espérant établir ne serait-ce qu'un échange banal avec l'homme qu'elle avait épousé 8 ans plus tôt. 8 ans. Où donc étaient passées ces années? Que leur était-il arrivé, à eux qui s'étaient jadis juré fidélité éternelle? Le temps avait lentement érodé leur amour, tout comme les vagues inlassables sculptent une falaise. Les yeux de Diane s'embuèrent une fois encore. La nuit précédente avait été blanche, passée avec sa sœur à déverser les débris de son union défaillante et à confesser à quel point la situation avec James était critique. Elle-même s'étonnait qu'il lui reste encore des larmes à verser. Les choses avaient pris une tournure dramatique quand Diane avait annoncé à James son intention d'aller prendre un verre avec sa sœur. Il avait explosé, allant jusqu'à la soupçonner d'infidélité. C'était là que le bat blessait vraiment. Comment James pouvait-il douter ainsi de sa loyauté? Elle lui avait exprimé combien elle se sentait délaissée et repoussée par lui. Leur querelle avait alors dégénéré. James était entré dans la cuisine et avait fracassé une assiette contre le mur, emporté par la colère. Pour Diane, cela fut intolérable. Elle supportait beaucoup de choses, mais certainement pas une telle violence. Elle s'était emmitouflée dans son manteau et était sortie précipitamment. Ce qui aurait dû être une soirée relaxante autour d'un verre avec sa sœur s'était mué en confessionnal. Jusqu'alors, Diane maintenait les apparences dorées d'un mariage heureux. Désormais, tout semblant était anéanti. Arrivée à un carrefour, elle aperçut pour la première fois un semblant d'activité sur la route principale. Quelques phares sporadiques perforaient le voile nocturne et pluvieux. Une part d'elle aspirait à prendre cette route et à laisser derrière elle les ruines de son existence. Mais ce n'était pas dans son tempérament. Diane était une battante et si une étincelle d'amour subsistait en James, alors elle était prête à se battre pour cela également. Poussée par un sentiment de défi, Diane traversa la rue en direction d'une rangée de maisons accolées. Elle était arrivée, au numéro 9 de la rue Moorfield. La maison Tanrvé, comme James l'avait dit sur le ton de la plaisanterie. Ce rêve de fonder une famille qui y était liée. Pourtant, rien n'était encore advenu. Pas encore, du moins, se rassura-t-elle en pensant à la joie qu'ils pourraient partager si seulement ils parvenaient à se retrouver. Elle gravit les marches de pierre jusqu'à la porte marron du numéro 9, fit tourner sa clé dans la serrure et échappa enfin à la pluie battante. Mais ce refuge ne lui offrait aucun apaisement. À peine avait-elle franchi le seuil de leur demeure sombre qu'elle sentit que quelque chose clochait. Une sensation profonde l'envahissait. Un silence pesant enveloppait la maison. James aurait dû être debout et se préparer pour le travail à cette heure-ci. Il a dû abuser de quelques verres hier soir, tenta-t-elle de se convaincre. Mais au plus profond d'elle-même, elle pressentait que c'était bien plus grave. D'un pas hésitant, ses chaussures trempées résonnèrent sur le parquet ciré. « James » murmura-t-elle. « Pourquoi chuchoter » se demanda-t-elle instinctivement. La réponse s'imposait à elle. Diane était effrayée. Effrayée par ce silence inhabituel dans leur maison. Effrayée par les surprises que pouvait lui réserver l'obscurité. Mais plus que tout, elle redoutait l'odeur qui imprégnait désormais l'atmosphère. Une odeur de poils de chien carbonisé. Diane s'avança dans le couloir vers le sanctuaire de James, cet endroit où il s'isolait souvent lorsqu'il bougonnait.
un lieu où il pouvait boire et visionner ce qu'il souhaitait sans qu'elle tente en vain d'engager une conversation. Sa main rencontra la poignée de porte, étonnamment plus chaude qu'à l'ordinaire. « James !» chuchota-t-elle à nouveau, sa voix vacillante cette fois-ci. Diane ouvrit la porte et pour la première fois dans sa vie, elle fut incapable d'appréhender ce qu'elle découvrait. Une fumée opaque flottait dans l'espace en volutes semblables à des fils de barbe à papa, épaisse et irritante pour sa gorge. Au sol, près du fauteuil favori de James, gisait un cadre photo brisé dont le verre était fissuré. Depuis l'entrée, Diane posa les yeux sur la photo à travers le nuage nauséabond. C'était leur photo de mariage. C'est alors que Diane poussa un cri déchirant né de douleur et de désespoir. Car le fauteuil n'était pas vide. Il abritait une forme noircie et crépitante, source de cette fumée suffocante. James avait été réduit en cendres. Son corps méconnaissable était brûlé. Chapitre 1. Valérie ressentait au fond d'elle-même un malaise insidieux qui s'infiltrait dans ses nerfs comme une crainte latente, celle de finir patiente à son tour si jamais ses visions et hallucinations empiraient ou si ses collègues du FBI venaient à découvrir ses propres fragilités mentales. Les conséquences y seraient catastrophiques. Distraite par ses pensées tourmentées alors qu'elle stationnait devant l'hôpital psychiatrique Barlow, Valérie était consciente que le printemps pointait, mais une brume humide recouvrait les terrains de l'établissement et malgré l'heure avancée, ses phares dessinaient autour d'elle des ombres floues et inquiétantes. L'hôpital imposant avec ses innombrables fenêtres observait Valérie tels des yeux réprobateurs entre les briques du vaste bâtiment qui enfermait des patients psychiatriques jugés violents et dangereux. L'idée que sa mère soit confinée parmi eux lui glaçait les veines. Cependant, c'était surtout la silhouette qui l'attendait sur le parking enveloppé dans la brume mouvante qui exacerbait son appréhension profonde. Elle soupira tout en observant depuis son véhicule immobilisé. L'homme sur le parking fixait Valérie avec intensité. Grand et large d'épaules, il arborait un manteau gris épais, tandis que ses cheveux roux étaient peignés en arrière, révélant un front clairsemé. Le docteur Robertson, responsable du traitement de sa mère, l'attendait déjà sur le parking. C'était le même homme qui avait d'abord refusé que Valérie puisse la voir, avant de céder sous certaines conditions strictes. À présent, Valérie pressentait qu'un accueil sur le parking n'annonçait rien qui vaille. Elle prit une grande inspiration avant de quitter son véhicule. Elle percevait le regard intense du docteur Robertson à mesure qu'elle avançait vers lui, comme si la brume se dissipait devant elle. « Bonjour, docteur », dit-elle avec une politesse empreinte de tension. « Y a-t-il un problème ?»« Oui, et il est loin d'être anodin, agent Lao. »« Que s'est-il passé ? Ce matin, 2 agents du FBI sont venus pour interroger votre mère, » révéla-t-il d'une voix sombre. À ces mots, un frisson parcourut l'échine de Valérie. Elle se doutait de la raison pour laquelle ses collègues étaient en venue. « Ont-ils réussi à lui parler ?» s'enquit-elle. « Non, » répondit-il fermement. « Votre mère est dans un état psychique très instable ces derniers temps. Je n'ai pas donné mon accord pour cet interrogatoire. Néanmoins, l'un des agents m'a prévenu que je serais probablement contacté par notre conseil d'administration plus tard dans la journée. J'imagine qu'ils ne me laisseront pas le choix. » Valérie sentait que le temps lui échappait. L'idée même que le FBI puisse interroger sa mère sur son passé la terrifiait. 2 scénarios catastrophiques lui vinrent à l'esprit, et aucun n'était envisageable. Le premier, sous pression, sa mère pourrait sombrer davantage dans ses troubles psychiques. Un interrogatoire sur son passé risquait de précipiter son déclin mental sans espoir de rétablissement. Le second, si les questionnements du FBI menaient à découvrir qui avait tué Jake Wilson, le père biologique de Valérie, et si sa mère y était liée, ce dont Valérie se méfiait désormais, elle savait que la justice serait impitoyable. Sa mère ne retrouverait jamais une vie normale au sein de la société. « Vous avez toute ma confiance pour avoir fait ce qui était en votre pouvoir afin de les dissuader, Dr Robertson, » affirma-t-elle avec conviction. Elle se rappela les difficultés à gagner la confiance du docteur concernant sa mère. « Pourquoi vous, ou plutôt le bureau dans son ensemble, insistez tant pour interroger ma mère ?» interrogea le médecin avec suspicion. Valérie chercha ses mots pour répondre sans trop en dire. Bien qu'il soit un allié incertain et qu'il ne faisait pas entièrement confiance à Valérie au sujet de l'état mental de sa mère, au point où il aurait préféré qu'elle ne puisse jamais la voir, il avait admis que Valérie parvenait mieux que quiconque à communiquer avec elle. « Ce n'est rien d'important, » mentit-elle mal à l'aise, à l'idée de tromper qui que ce soit mais prête à tout pour protéger sa mère. Le médecin marmonna sceptiquement. Le FBI ne déploie pas ses ressources sans raison valable. « C'est une question politique, » trancha-t-elle en incluant un fragment de vérité dans ses paroles. « Une enquête interne passe au crible mon unité suite à des directives venant d'en haut. Un des directeurs a une rancune personnelle contre le fondateur de notre unité et cherche par tous les moyens à nous faire fermer boutique.
Leur stratégie consiste à fouiller dans nos antécédents professionnels et personnels. Ces agents sont simplement venus remuer la boue, pas spécifiquement concernant ma mère, mais moi-même en réalité. Le médecin hocha la tête pensivement après avoir écouté l'histoire de Valérie. Mon objectif premier est de contribuer au mieux à la guérison de votre mère de ses troubles psychotiques, expliqua-t-il. Elle a fait des avancées notables ces derniers temps, regagnant par moments une clarté d'esprit qu'on n'aurait jamais cru possible. L'exploration des souvenirs devrait être l'affaire d'un clinicien ou d'un thérapeute, non des forces de l'ordre. Ils ne sont pas qualifiés pour ça, et remuer le passé de votre mère pourrait nuire à son progrès. Je saisis, acquiesça Valérie, mais depuis que vous m'avez signalé que ma mère voulait me parler, je suis venue 7 fois et à chaque visite, elle s'est murée dans le silence, refusant de révéler ses pensées. Peut-être qu'en exprimant ce qu'elle a sur le cœur, elle franchira un nouveau cap dans sa guérison. Soit, concéda le docteur. Cependant, je tiens à vous prévenir. Si vos collègues enquêteurs insistent pour que j'interroge votre mère, cela risque de déclencher une bataille acharnée. Et d'après ce que vous me confiez, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Après avoir soupiré, il tourna son regard vers l'imposant bâtiment qui se dressait devant eux. J'ai l'impression que vous ne me révélez pas tout, agent Lowe, mais il semble que vous soyez mon seul espoir pour accéder à votre mère et la soigner. Tant qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir totalement à moi, c'est à travers vous que je peux espérer guérir ses maux psychiques. Ne me décevez pas. Ne la décevez pas. Sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna vers une porte dérobée du bâtiment principal, rapidement englouti par un halo brumeux. Seule sous les regards invisibles des fenêtres qui la surplombaient, Valérie éprouva une solitude accablante. Elle ne pouvait se confier ni à ses amis, ni même à Tom, son fiancé. Comment leur avouer qu'elle suspectait sa mère d'avoir assassiné son père? Soudainement captivée par une ombre dans le brouillard tournoyant, elle vit une silhouette féminine marcher vers elle. La brume semblait jouer autour d'elle, comme pour souligner son aura mystérieuse. Valérie sentit l'immense douleur émaner de cette femme et remarqua alors des lanières pendantes le long de ses bras, les vestiges lacérés d'une camisole de force. Cette apparition lui était étrangement familière. Même sans distinguer son visage, Valérie reconnaissait ses contours distincts et cette posture unique. Ce n'était ni sa mère ni sa sœur. C'était elle-même qu'elle voyait, une réplique brisée et contrainte par les chaînes d'un asile psychiatrique. Chassant l'image d'un geste agacé, elle rouvrit les yeux et la vision disparut. Encore une hallucination. Je ne tiendrai plus longtemps ainsi. Résolue à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, Valérie prit la direction de l'entrée de l'hôpital psychiatrique Barlow. Chapitre 2. Maurice se tenait au beau milieu d'un vaste champ face à un sycomore vieux et tortueux, dépourvu de feuillage qui se balançait sous le soleil matinal. Il avait espéré y trouver apaisement. La peur avait été absente de son existence jusqu'à présent, mais aujourd'hui elle ne le quittait plus. « Je veux seulement retrouver ma vigueur passée », songea-t-il en scrutant l'arbre. Le diagnostic fatal reçu il y a 3 semaines l'avait pris au dépourvu malgré ses 83 ans. Il exécrait l'idée qu'à sa mort on dise de lui « Il a bien vécu ». Seuls les jeunes peuvent en penser cela. Il aspirait à davantage. Ces jours qui s'étirent indéfiniment comme quand il était enfant lui manquaient terriblement. À présent, il voyait juste un cul-de-sac marqué par le lent déclin physique et mental. Maurice s'approcha prudemment de l'arbre, marque vivante de son passé, empreint des souvenirs doux amers de son enfance. Il eut un pincement au cœur, la nostalgie n'étant pas dans ses habitudes. Lui, qui avait toujours eu le regard tourné vers demain, ne pouvait plus envisager l'avenir. Sa maladie cardiaque sans issue faisait de chaque instant un combat contre l'angoisse d'une fin imminente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.